laisse la parole, messieurs. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Mesdames et Messieurs. Je vais répondre de façon globale à un certain nombre de questions, Mesdames et Messieurs, parce que je pense qu'il est important et vraiment je ne botte pas en touche, mais de bien clarifier le domaine d'intervention de chacun. Sachant que M. Dor a rappelé en fait les trois piliers des agences sanitaires, c'est vrai que donc on a l'agence du médicament, l'agence Santé publique France et l'ANSES. On a également sur les risques, et c'est une spécificité française, tous les risques radiologiques, que ce soit pour la santé humaine ou sur les installations, que ce soit pour des risques aigus ou des risques chroniques. Tout est sous la responsabilité de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et donc, pour répondre, Monsieur Hamouche, tout ce qui est d'ordre radiologique n'est pas dans notre champ de compétences. Donc, le radon en tant que tel, il faudrait poser la question à l'IRSN. Mais au final, les mesures ne sont pas très différentes que pour d'autres risques. Oui, ils doivent travailler avec Santé publique France, effectivement, pour les angles populationnels, comme nous-mêmes travaillons avec Santé publique France. Mais le radon est vraiment... et les risques radiologiques relèvent de l'IRSN. Donc, je ne vous répondrai pas en détail sur le radon. Sur l'intervention de l'agence, la différence avec Santé publique France, enfin, disons, il faut que chacun soit dans ses responsabilités. Sur un dossier d'évaluation de risque, nous rappelons sans arrêt que la première responsabilité, c'est celle de l'exploitant. Et que les dossiers d'autorisation, que ce soit pour des installations classées pour la protection de l'environnement ou pour des installations nucléaires de base ou toute autre installation classée, la responsabilité de l'évaluation du risque, c'est l'exploitant. Et donc il y a beaucoup de sujets qui touchent finalement à des situations particulières locales qui relèvent d'abord de l'évaluation de risque de l'exploitant. Alors, quand il s'agit des écoles, je pense qu'ils n'ont pas les compétences, mais quand il s'agit d'acteurs industriels, oui. Et donc, nous intervenons ensuite, les services de l'État interviennent à deux niveaux. Au niveau local, ce sont les ARS qui ont la responsabilité de faire les évaluations de risque. Elles s'appuient pour ceci sur ce qu'on appelle les CIR, qui dépendent de Santé publique France, qui sont coordonnés par Santé publique France. Autrement dit, Santé publique France a un bras armé en région qui, sous l'égide des ARS, qui sont des établissements indépendants, vont conduire les évaluations de risque au niveau local, par exemple pour les écoles. Donc, quand appelle-t-on l'agence, l'ANSES ? Sauf exception où vraiment il y a une question particulière que les instances autorisées ne savent pas résoudre, on nous appelle pour donner une évaluation de risque globale et notamment élaborer des valeurs de référence. Des valeurs toxicologiques de référence, par exemple sur les composés issus de peinture. On va travailler pour élaborer, à partir d'études toxicologiques, les valeurs de référence, les seuils réglementaires. Et ensuite, bien entendu, les dossiers et les études qui sont conduites en local, les mesures qui sont conduites en local, elles respectent la réglementation, elles sont au-dessus de ces valeurs ou en dessous de ces valeurs. Et ça permet de déclencher des actions de terrain correctives. Donc, on nous appelle aussi en milieu professionnel pour ce qu'on appelle les valeurs limites d'exposition professionnelle. Donc nous avons tout un travail d'élaboration des guides et des référentiels qui sont mis en œuvre au niveau national. Mais sauf cas très particulier, nous n'intervenons pas en local pour, par exemple, donner des mesures dans une école ou sur différents cas que vous avez traités. Donc, bien sûr, on est en relation totale avec Santé publique France. Et quand on est sur des sites et sols pollués, par exemple, c'est le cas à Fos-sur-Mer, eh bien, on va intervenir à un moment donné. Alors, sur les sites industriels, par exemple, sur la réhabilitation de sites et sols pollués, on peut intervenir aussi sur des mesures d'exposition environnementale où on va faire, nous, un travail sur l'exposition et donc essayer de donner une approche, en fait, d'évaluation de risque, par exemple. Mais les études populationnelles, les études conduites sur les cohortes, relèvent de Santé publique France. Et puis, vous savez très bien, toute la santé au travail dépend de l'employeur et de la Direction générale du travail. Donc, on a des compétences partagées. Les nôtres sont vraiment de donner des guides, des référentiels au niveau national sur lesquels les politiques vont pouvoir s'appuyer. Donc finalement, si vous voulez, ça répond à un certain nombre de questions que vous nous avez posées sur des qualités, des enquêtes de qualité de l'air à Fos. On ne va pas intervenir en direct, sauf si... on l'a fait sur Alteo en particulier. Il y avait beaucoup de questionnements de l'État sur l'exposition liée aux poussières en fait d'Alteo qui nous ont conduit à faire des études spécifiques et à intervenir nous-mêmes. On l'a fait aussi sur
en lien avec d'autres opérateurs comme l'Ifremer, sur les questionnements qu'il peut y avoir sur les zones de rejet en Méditerranée, liées justement aux boues rouges, aux fameuses boues rouges, pour essayer de qualifier s'il y avait un risque particulier lié à l'alimentation dans les produits de la mer, dans les zones de rejet. Mais là, on est vraiment sur des cas un peu atypiques, mais en général, on n'intervient pas sur des questions locales. Voilà. Néanmoins, pour vous donner des informations, et Gérard interviendra sur toutes les questions, parce qu'il est PUPH en santé au travail, donc il a une très bonne vision en fait de tous les sujets santé au travail, sur la mise en œuvre du PST3, sur la façon dont on intervient sur le plan, et aussi sur les travaux sur l'impact du travail de nuit. Mais là également, alors 2 points à partir de là. Sur les questions plus précises, là aussi, bon, Gérard complétera, mais sur les questions que vous avez posées sur la précarité, oui, on a fait un très gros travail sur l'impact sur la santé du travail de nuit et en horaire décalé. Et d'ailleurs, c'est assez particulier parce que on pouvait avoir effectivement une approche par la perturbation des rythmes circadiens qui mettait en relation avec des risques physiques, finalement, cette question de l'impact sur la santé du travail de nuit et horaire décalé. Mais pour autant, il y a des questions larges sur lesquelles on estime que l'agence n'a pas forcément de valeur ajoutée. Nous avons été questionnés par la CGT, pour être tout à fait précis, qui nous a demandé si nous étions susceptibles de conduire une grande évaluation de risque sur la précarité, l'impact sur la santé de la précarité et du chômage. C'est extrêmement complexe pour monter une telle expertise, mais surtout, nous avons estimé, et en dialoguant avec eux, que au final, l'évaluation scientifique que nous conduirions sur la base de la littérature n'aurait aucune valeur ajoutée par rapport à ce qui a été fait par des sociologues, des économistes et par d'autres instances. C'est-à-dire qu'en tant qu'agence sanitaire, nous n'apporterions pas des choses supplémentaires à ce qui a déjà été dit ou à ce qui a peut être dit par d'autres cercles. Et donc, on se déclare quasiment incompétent quand effectivement on n'est pas capable d'évaluer un risque vraiment sur la santé, de qualifier ce risque sur la santé. Sur salmonellose et Lactalis, c'est un autre point, là aussi d'articulation avec d'autres acteurs. Nous sommes laboratoire de référence sur les salmonelloses dans les produits alimentaires. Mais le système de sécurité sanitaire au niveau national est basé sur 2 piliers. Tout un réseau de centres nationaux de référence qui vont être les références sur les pathologies humaines. Vous avez un centre national de référence sur la grippe, qui est Pasteur à Lyon. Vous avez un centre national de référence sur les salmonelloses, qui est aussi Pasteur. Et nous sommes laboratoire national de référence pour tout ce qui concerne les salmonelloses dans les produits alimentaires. Autrement dit, si la crise était arrivée par une détection de contamination de salmonelle de lait contaminé, et tous les échantillons viennent vers nous, et c'est nous qui aurions alerté. Mais comme la crise est arrivée par des enfants qui ont été détectés à l'hôpital liés à des diarrhées, c'est le centre de Pasteur qui a été mobilisé et qui a apporté son expertise. Et bien entendu, on croise nos souches et on est en lien constant puisque c'est les mêmes souches. Et on a vérifié, nous, sur les contrôles alimentaires, qu'on retrouvait bien les mêmes souches. Donc on est sur un travail constant. Donc nous avons été auditionnés par une commission d'enquête Lactalis il y a peu. Notre directeur directeur général délégué à la recherche a été auditionné puisque c'est lui qui est intervenu en tant qu'expert pour conseiller la DGAL et qui a fait des visites techniques chez Lactalis sur l'aspect, et d'ailleurs nous avons une saisine actuellement pour valider les plans de contrôle qui permettront ou non de redémarrer l'usine pour la production de lait. Donc on est là bien sur les objets, sur l'angle alimentaire, produits alimentaires. Par contre, sur les aspects sanitaires, santé humaine, c'est soit Santé publique France qui coordonne les CNR, et donc nous n'avons pas été directement impliqués sur les expertises au départ liées à cette contamination. Mais c'est ce qui fait la qualité de notre système de réaction sanitaire, puisque nous nous retrouvons tous les mercredis matins autour du directeur général de la santé dans les réunions de sécurité sanitaire, où on peut coordonner notre action globale de toutes les agences, puisque les compétences sont partagées, rassembler les informations et pouvoir conseiller les pouvoirs publics en la matière. Donc nous sommes là en train de finaliser un avis sur le plan de contrôle que Lactalis en fait a proposé au pouvoir public et qui évidemment conditionne l'autorisation de redémarrage de leur usine. C'est comme ça que nous intervenons sur cette question.
Et je vais m'arrêter là. Sur les questions, alors très rapidement sur la question de la commission de santé publique et des alertes, cette commission démarre, donc c'est notre directrice en charge de la direction alerte, veille et vigilance, qui est médecin, qui nous représente au sein de cette commission, dont les travaux démarrent. Et donc je ne peux pas vous en dire plus, mais bien entendu, on participe et on est membre en fait de cette commission. Au-delà du fait que nous avons à l'agence un système d'alerte, un registre des alertes, un système qui s'appelle SALSA, où on enregistre toutes les alertes, qui est interopérable, enfin qui est connecté sur le système d'alerte du ministère de la Santé. Et bien sûr, cette nouvelle commission va œuvrer en fait dans ce cadre-là. Je peux guère vous en dire plus aujourd'hui. Sur les aspects perturbateurs endocriniens et santé, travail, Gérard va intervenir. Je voudrais juste, avec Françoise Weber, clarifier la question que M. Dor nous a posée sur cette nouvelle alerte, cette alerte qui a été lancée par quelques chercheurs avant-hier sur ces fongicides, sur cette famille de fongicides, qui amène ces chercheurs à s'inquiéter de leur mode d'action et à nous interroger sur les mesures que nous sommes amenés à prendre, en demandant même très explicitement à ce que nous suspendions en fait les autorisations de mise sur le marché de ces produits. Bon. On va clarifier, c'est vraiment important de clarifier avec vous, parce que on peut nous interroger sur n'importe quelle substance et classe de substance de la même façon. Nous sommes en contact avec ce chercheur qui s'appelle Monsieur Rustin depuis 3 mois. C'est un chercheur qui travaille sur, sur le mécanisme de ces succinates déshydrogénases, qui sont des enzymes qu'on va retrouver dans tout le règne animal, végétal et chez l'homme, qui sont des enzymes très ubiquitaires, qui interviennent dans le cycle de Krebs et qui sont indispensables à la vie. Donc, c'est la cible pharmacologique de ces fongicides. Donc, ces fongicides ciblent ces enzymes, les inhibent, et c'est comme ça qu'elles vont avoir un effet fongicide. Alors, la question que se posent ces chercheurs, c'est qu'ils travaillent sur ces enzymes et ils voient que ces enzymes sont impliquées, notamment quand il y a des mutations sur ces enzymes, dans des maladies rares et un certain nombre de syndromes qu'ils ont décrits. Et en faisant la littérature, ils se sont aperçus que c'était la même cible qui était celle de ces fongicides utilisés, de ces produits utilisés comme fongicides, et ils nous interrogent sur, oui, mais finalement, s'ils ont un effet sur les végétaux, est-ce qu'il n'y aura pas un effet toxique sur l'homme et sur les cellules humaines qui provoquerait les mêmes pathologies que celles qu'on observe quand on a des mutations de ce gène? Voilà. C'est une interrogation, on la traite comme une alerte. On a simplement expliqué aujourd'hui que nous, dans nos études d'évaluation des produits réglementés, on prend en compte toutes les études toxicologiques chez l'animal, et en l'occurrence, là, c'est sur des lignées cellulaires de lymphocytes, les études toxicologiques qui ont été conduites, et on va fixer des valeurs toxicologiques de référence, avec une large marge de sécurité, qui nous conduit effectivement à dire qu'il n'y a pas de risque inacceptable à utiliser ces produits pour les usages recommandés et dans les concentrations préconisées. Il n'y a pas de risque aujourd'hui avéré et inacceptable pour l'homme et l'environnement, et donc à autoriser ce produit fongicide. Mais c'est pareil pour n'importe quelle classe de molécules. Si effectivement, c'est l'hypothèse, mais en fait, ce que nous avons dit, c'est que nous n'avons pas de données scientifiques produites par ces équipes qui nous permettent simplement d'étayer aujourd'hui cette hypothèse qu'ils formulent. Donc, nous sommes tout à fait prêts à les auditionner. Nous allons former un groupe d'expertise en urgence pour les auditionner. Et bien entendu, s'il y a des données qui sont de nature à remettre en cause en fait, nos évaluations de risque, on va le faire très rapidement. Mais aujourd'hui, nous n'avons aucun élément qui permettrait de craindre un risque immédiat pour la santé et l'environnement, et aucun élément nouveau qui ait été apporté. Donc nous ne sommes pas en mesure de retirer les autorisations de mise sur le marché, on n'a aucun élément pour le faire, et bien entendu, on refera l'évaluation à partir des éléments nouveaux qui pourraient être apportés. Donc nous allons auditionner en fait très rapidement ces équipes. Voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter, santé-travail peut-être. Je vais vous repasser la parole parce qu'il y a encore 15 questions, donc je pense que vous aurez l'occasion de revenir sur les sujets qu'on évoque. Madame Agnès Firmin.